Michel Djotodia a démissionné et c'est la résultante du 6e sommet extraordinaire de Djamena de la CAC. Alors, dans quelles conditions Djotodia démissionne? À suivre dans ce point de presse. Le Sud-Soudan est à la croisée des chemins. Le conflit entre Salva Kiir et Riek Machar est en train de déchirer ce pays. À suivre également la situation qui s'est produite le 30 décembre dernier en RDC, plus précisément à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À propos, vous suivrez le témoignage de Gérard Yongo, auteur du livre intitulé « Un gourou ». Voilà, un gourou apprenti sorcier. Donc, à suivre dans ce point de presse. Et sur ce plateau, nous avons reçu pour la toute première fois Jules Ondongo. Jules Ondongo, il est analyste, donc il vient ici débattre sur des questions évoquées. Nous avons reçu également Sadio Conté. Sadio Conté, elle est correspondante de l'agence Reuters TV. C'est ici au niveau de Brazzaville. Alphonse Ndongo. Alphonse Ndongo, journaliste à Jeune Afrique Économie. Il est en même temps rédacteur en chef adjoint du journal Terre Africa. Alphonse Ndongo qui nous revient après un moment d'éclipse. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour à nos téléspectateurs. Merci, Alphonse. Alors, à notre gauche, nous avons Elie Smith, journaliste MNTV, MN Radio, Romy Kokilas, directeur de l'information de CB+, une chaîne privée de la place, comme j'aime le dire toujours, et enfin, Chrysostome Fouk Zozika, rédacteur en chef adjoint du journal manager Horizon. Voilà, présenter le décor de cette émission réalisée par Christian Zedong Lonyongo. Et au niveau de la régie radio, nous bénéficions des services de Stéphane Alemaba au cadrage, Christelle Ondongo. Une fois de plus, excellentes conditions de suivi à tous et à toutes. Madame, Monsieur, après 3 ans de municipalisation accélérée successivement, 2008, 2009 et 2010, certains quartiers de la ville capitale restent très enclavés. C'est le cas du quartier Jacques-Opango, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, où les populations éprouvent d'énormes difficultés en matière de transport en commun et l'accès à l'eau potable. Zoom sur ce quartier avec Hervé et Kiridon. Considérée comme un outil de développement, la municipalisation accélérée qui a séjourné pendant 3 ans à Brazzaville n'a pu délivrer le quartier Jacques-Opango de son état d'enclavement très avancé. Ici, le calvaire sévit quasiment dans tous les secteurs. Les moyens de transport empruntés par les populations relèvent de l'ancienne époque où le concept émergence ou développement ne figurait pas dans les agendas des décideurs politiques congolais. Les automobilistes sont contraints de puiser du fond de leur répertoire pour serpenter une voie carrossable jonchée d'embûches. L'indignation des usagers est difficile à contenir. Encore des voyages comme ça là, mais nous à Jacques-Opango, c'est le village. Même le village de notre village, ce n'est plus ça. Même à Balo aussi, ce n'est plus ça. Même à Evo, ce n'est plus ça. Regarde nos conditions. C'est pas bon? Hein? Dans leur marché de fortune résonnent les mêmes chants, la précarité de vie engendrée par le manque de routes modernes. Le transport, donc si la marché va mener c'est difficile. Plus les taxis et les coro, dans les transports c'est trop difficile là-bas. Dans le voie que on doit mettre le goudron ici. Les taxis n'arrivent pas ici? Même pas. Parce qu'il n'y a pas le goudron. Donc il faut arriver justement les 4x4. Oui. Les centrales, les 4x4 là pour arriver ici. Les prix. Les prix des cartons c'est 100 francs. Les prix des cartons c'est 100 francs. Si tu as 10 cartons, donc tu payes 1000 francs, après tu as 150, 1150. Donc pour le bus, en tout cas, tout souffrir pour le bus. Parce que je voulais seulement, je vais anticiper le président, s'il est pour mettre nous le soutien, en tout cas, nous sommes d'accord. Au CG Jacques-Opango, la satisfaction n'est pas aussi à l'ordre du jour. Vieille de plusieurs années, cet établissement scolaire de 3000 élèves connaît un grand déficit en personnel enseignant. Ajoutez à cela l'insécurité. Raymond Bourangon est directeur de ce CG. Et quand il pleut, il y a des inondations partout. Les véhicules n'arrivent pas.
vous devez arriver à pied. Et comment? On rentre dans l'eau. Et si vous venez par le chemin du lycée Thomas Sankara, vous escaladez les pneus. Le personnel enseignant, le déficit est criant dans tout le pays. Je vais commencer par les sciences. Imaginez, j'ai 16 classes pédagogiques. Pour 16 classes pédagogiques, je n'ai que 2 titulaires de sciences physiques. Il faut faire recours aux vacataires. J'ai 2 titulaires en SVT, alors qu'il m'en faut 6. J'ai 3000 élèves pour 2 surveillants généraux qui sont presque à l'âge de la retraite. Donc, l'État doit faire l'effort de nous envoyer des surveillants qui ont encore un âge pour supporter tout ça. Mais on n'a pas de bibliothèque. Et alors que dans la politique du chef de l'État, il y a des infrastructures. Il en manque ici. Regardez, cette école, elle n'est pas clôturée. Autre structure référentielle du quartier Jacopango, c'est son centre de santé intégré réhabilité en 1999, dirigé par l'assistant sanitaire Dominique Mungele, qui s'est apaisanti à sa manière sur le calvaire qu'il subit en matière de transport et de l'accès à l'eau ainsi que de sa structure. La première difficulté, c'est l'accessibilité. Vous voyez que vous transpirez tous là. C'est pour autant dire que pour arriver à Jacopango, c'est difficile. Et les voies sont tellement difficiles. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, nous étions carrément coupés du reste de Brazzaville. Donc, sortir, c'était un problème. Entrer aussi, c'est tout un problème. Deuxième, c'est un problème en personnel. Vous voyez que le personnel qui accepte d'évoluer ici consent effectivement d'énormes sacrifices. 1. De 3, le problème d'approvisionnement en eau. L'eau, c'est denrée rare, les populations de Jacopango y accèdent de façon naturelle, ce grâce à une source aménagée en 2010 par une association humanitaire. Sur le plan sécuritaire, la police tente tant bien que mal à endiguer le phénomène Kuluna qui semblait prendre corps dans ce quartier. Jacopango, c'est aussi sa voie d'accès réservée uniquement aux piétons encore appelés transipneux. Une piste montagneuse qui essouffle plus d'un passant. Après cette sorte description, reste donc au pouvoir public de rectifier le tir, c'est-à-dire causer les prémices de l'émergence tant proclamée dans les coins et recoins de la ville capitale. Comme ça, c'est pas normal. Nous, là, Voilà. Madame, Monsieur, point de presse, c'est un espace de débat entre journalistes, professionnels de la communication sur des questions d'actualité. Alors, nous sommes là pour essayer un peu de booster les choses, de faire de telle sorte que les choses puissent s'améliorer, parce que notre pays a un objectif principal, c'est d'aller à l'émergence. Donc, pour aller à l'émergence, il faut corriger certains comportements, certaines attitudes. Merci. Alors, mes chers confrères, bienvenue sur ce plateau. Alors, pour cette question, faudra-t-il qu'on en parle ou pas? Alphonse Ndongo. Bien sûr, ce sont des questions qui méritent l'attention de tout le monde, des décideurs, mais aussi des journalistes que nous sommes. Ce n'est pas des images assez réjouissantes lorsqu'on sait que le Congo est la première puissance financière maintenant de l'Afrique centrale devant la Guinée équatoriale et la deuxième puissance économique devant le Cameroun. Ce ne sont pas de bonnes images. Et qui plus est, lorsqu'on sait que le Congo aide d'autres pays africains à joindre les deux bouts, notamment le cas de la Centrafrique. Donc, c'est des aspects, à mon avis, qui devraient quand même susciter la curiosité des décideurs, d'autant plus que nous sommes à 1 an des Jeux africains. Je ne suis pas convaincu que ceux qui viendront chez nous à Brazzaville dans le cadre de ces Jeux africains seront satisfait de voir des images qui donnent, à mon avis, de la vermine. Donc, c'est des sujets qu'il faut évoquer. Parfois, je ne suis pas sûr que le président de la République a le feedback de ce genre de situation qui se passe, pas seulement là où, pas seulement dans les quartiers nord, mais aussi c'est une situation qui se passe quasiment dans toute la ville, mais aussi dans les autres villes de la République du Congo. Merci bien, Alphonse Ndongo, pour votre point de vue. Et Elie Smith, ça vous inspire quelque chose, cette situation de Jacopango?
Oui, c'est quand même déplorable, hein, parce que ce n'est pas seulement Jacques Opango, comme il a dit. Je suis même allé dans un quartier là qu'on appelle Mikanou. Il y a un quartier qu'on appelle Horizon, où la police même n'arrive même pas à entrer là-dedans, parce que c'est les gens qui contrôlent la situation eux-mêmes. Et là, c'est nos députés de ce coin, il fallait qu'ils prennent ce genre de situation à cœur et qu'ils amènent ça à l'Assemblée nationale pour voir qu'on est en train de faire la viabilisation de la ville. Vous avez dit, si on a eu les municipalisations accélérées dans la ville de Brazzaville, je crois deux municipalisations, mais quand on regarde, on ne voit rien de palpable. Trois municipalisations. Trois municipalisations, on ne voit rien. Et ce qui fait mal, le Congo n'est pas un très grand pays, hein. C'est un petit pays, la population est petite, et le Congo est aujourd'hui la première puissance financière, pas économique, financière de la sous-région. Donc, ils ont beaucoup de l'argent qu'on peut mettre pour travailler. Ce n'est pas qu'on ne met pas beaucoup d'argent. Le problème est qu'on met beaucoup d'argent, mais le travail est bâclé. Dans tous les travaux qu'on fait aujourd'hui à Brazzaville, si vous allez vers Ngamakoso, c'est déjà détruite. Si vous allez maintenant la nouvelle route qui allait à Kombo-Matari, c'est aussi calamiteux. Si vous allez à Bakongo, n'en parlons plus. Il y a des sections à Bakongo aujourd'hui que bientôt il y aura une drame qui aura lieu. C'est le pourquoi il faudra que le gouvernement prenne des mesures vraiment concrètes pour résoudre ce problème. Et ce qui m'a choqué, c'est le professeur là, dans une école, parce qu'on dit chaque jour qu'on veut devenir un pays émergent. Bien, mais si qu'on ne le serait pas, parce que les pays qui vont émerger à l'horizon 2050, on les connaît déjà. C'est Jim O'Neill qui l'a dit, hein. Il y avait d'abord les BRICS, maintenant il y a les MINT, donc Mexique, Indonésie, Nigeria, Turquie. Ça, c'est les pays qu'on connaît que c'est les vrais pays émergents qui vont émerger bientôt, mais ça n'empêche pas qu'on peut mettre les bases. En mettant les bases, c'est avoir un bon système d'éducation fiable. Le professeur, le directeur le disait, ceux qui ont chez eux, c'est les professeurs qui sont à la retraite. Vous voyez dans une salle de classe, ils sont comme dans une sardine, beaucoup. Comment un professeur peut enseigner comme ça? Et puis, le système de santé. Parce que si vous n'aviez pas un bon système de santé, vous ne pouvez pas immerger. Donc, ça fait quand même mal que... Et Jacques Opango est vraiment dans la ville. Hein. C'est Brazzaville. C'est Brazzaville. Merci bien, Elie Smith. Alors, mon cher Jules Ondongo, quel est votre regard par rapport à cette situation? Je constate tout simplement que le pays, actuellement, chez le mot à la mode, le Congo sera émergent d'ici 2025. Et nous sommes en 2014, cela veut dire qu'il nous reste plus que 11 ans pour atteindre, entre guillemets, cette émergence. À la lecture de ce reportage, je constate tout simplement que rien ne va dans le pays. Nous avons vu le reportage sur les conditions de travail des enseignants. Nous avons vu la santé. Et quand je vois le budget de l'État exercice 2013, un budget de plus de 4 milliards de francs CFA, le ministre des Finances a toujours clamé haut et fort que le taux de réalisation de ce budget dépassait largement les 60%. Nous nous demandons qu'a-t-on fait de toutes ces richesses du pays. Deuxième constat, je pense qu'on a l'habitude de jeter l'anathème au gouvernement. Je rappelle que l'article 74 de la Constitution du 20 janvier 2002 donne toutes les prérogatives au chef de l'État parce qu'il nomme des ministres qui ne sont plus responsables que devant lui. Donc c'est au chef de l'État de tirer les leçons de ce qui ne va pas au pays. Parce qu'à chaque fois, on a l'habitude de jeter l'anathème sur les ministres. Il faut aujourd'hui que le chef d'État prenne ses responsabilités afin d'apporter des corrections à ce qui ne va pas au niveau de notre pays. Merci bien, Jules Ondongo. Je rappelle que vous êtes analyste, vous venez ici pour analyser justement les questions d'actualité que nous abordons sur ce plateau. Merci bien, Jules Ondongo. Alors, Chrysostome Fouque, votre avis? Émilie, merci. J'espère que ces images sont tellement désolantes et ça présage que la ville capitale manque un plan directeur. Mais la responsabilité là de la municipalité ou du maire central ou des conseillers est vraiment sollicitée. Pourquoi? Parce que la ville capitale est membre de l'AMF.
la ville capitale est membre du CGU. Et j'espère à ce titre-là, quand les autorités municipales se trouvent à un sommet ou à une rencontre de AIMEF ou du CGU, devraient tirer des leçons ou devraient profiter de l'expertise des autres camarades, des autres personnalités, pour qu'au retour au pays, qu'ils mettent tant soit peu cette expérience-là au vécu des Congolais. Ngamakoso, c'est à côté. Ça, c'est Brazzaville. Et ailleurs, Pointe-Noire, Douligy, on ne sait jamais. On a seulement vu un quartier, mais il y a d'autres quartiers au sud de Brazzaville. Certainement, le calvaire est le même. Je crois que le pays a suffisamment d'argent pour mettre du sérieux. Je vais terminer pour dire, j'ai vu une image, je crois que c'est dans la rue Toutoumi. Là aussi, c'est désolant. On ne peut pas quand même comprendre qu'une avenue... Toutoumi, croisement Bouetambongo. Voilà, à Wenze. À hauteur de l'école Saboukoulou. Voilà. Mais une avenue qu'on a faite à peine une année, voilà comment ça s'est détérioré. Ça veut dire que les techniciens qui ont eu ce travail pour exécuter cet ouvrage n'ont pas mis du cœur. J'en ai terminé. Merci. Et la situation n'interpelle personne. Oui, Sadio Kanté. Vous savez, nous naissons un à un. Nous allons mourir un à un. Mais nous ne pouvons pas nous développer un à un. Et lorsqu'on voit les différences de niveau de vie, que les uns vivent dans, ils ne cachent même pas, des châteaux qui poussent ici et là, et que parallèlement, il y a des gens qui n'ont même pas le minimum, et que ça ne fasse rien. Vous savez, moi, j'ai même peur souvent de parler de ces choses-là qui concernent mon pays, ma ville, et souvent mon quartier. Parce que lorsqu'on a parlé de la municipalisation accélérée, des démolitions des maisons avec le ministre Madiara, lorsque je l'ai rencontré, mais il m'a tué avec son regard, j'ai eu peur. Or, tant qu'on ne parlera pas, nous, journalistes, qu'on n'ira pas zoomer justement ces choses-là, comment le sauront-ils? Eux qui sont normalement, je pense que s'ils avaient vu ça, le maire, le ministre des Travaux, ou le ministre des Petits Travaux, ou des Grands Travaux, auraient agi pour faire quelque chose. C'est pas possible, ce sont nos enfants, nos mamans, nos frères qui peinent comme ça dans la même République que nous. Et qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. Un journaliste qui le dit, on dit qu'il est de l'opposition. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'on en parle. On te jette l'anathème tout de suite pour qu'ils continuent à faire leur basse besogne, sans qu'il y ait de témoins, alors que personne ne nous fera dire à nous qu'il fait nuit pendant qu'il fait jour. On ne le dira pas. On dira les choses telles qu'elles sont et qu'il faut qu'ils comprennent, qu'ils feront avec nous que le contre-pouvoir existe et que ce contre-pouvoir, c'est justement de mettre le doigt là où il faut. Et là où il faut, c'est être à côté des populations. Tant qu'on est un dirigeant qu'on ne pense pas à sa propre population, mais il faut tout simplement démissionner. On n'a pas besoin d'être démis de ce fonctionnaire, il faut quitter, aller à autre chose. Et ceux-là, ils vivent bien, leurs enfants sont de bonnes écoles, non, attendez, non, c'est tout simplement intolérable. Merci bien, Sadio Kanté. Je tiens aussi à signaler qu'il y a certains ministères où MNTV n'est plus compté parmi les chaînes qu'on doit inviter pour couvrir des activités, parce que nous dénonçons certains faits. Voilà, merci bien. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais que tu donnes le nom des ministères. Le ministère des domaines, comment on appelle, domaine public, le ministère de Mabiala. Oui, il faut affaires foncières. Parce qu'il ne faut pas dire, si un ministère refuse de recevoir MNTV, il faut dire que tel ministère a refusé de recevoir MNTV. Parce que, comme la consoeur a dit, nous on fait que notre travail. Hein. Donc je sais que c'est le ministère du domaine public qui ne veut plus de MNTV là-bas. Donc voilà un des ministères. Si tu as l'autre ministère, c'est ce qu'on m'a rapporté. C'est M. Léo est allé là-bas pour faire une... On a dit non, on ne veut pas recevoir MNTV ici. Par exemple, parce que MNTV fait son boulot. Merci bien. Nous ne faisons que notre boulot. Merci. Vous avez su le dire, Elie Smith. Romy Kokilas, votre point de vue. Merci. Et par rapport à la situation, justement. Naturellement, à la situation. Voilà. Moi, je serais plus concret, parce que j'y vais souvent. Alors, avant de voir l'aspect général de la chose, je vous assure que maintenant que nous débutons ces choses, vous ne savez pas ce que les autres vivent là-bas, vous étiez sur le terrain. Alors, ce qui m'étonne, c'est que Brazzaville, après avoir connu beaucoup de municipalisation, peut pousser à s'interroger qu'est-ce que ça a représenté cette municipalisation et comment le maire de la ville délimite Brazzaville.
Nous sommes, vous l'avez dit, nous ne sommes pas dans les faubourgs de Brazzaville, nous sommes à Brazzaville, c'est périphérie, et là vous avez un député, je vous assure, c'est maladroit d'abord pour un État de créer des infrastructures dans un quartier, dans des quartiers comme ça, sans pourtant penser à une voie. Ça veut dire très mauvaise conception du plan d'urbanisation. Et quand vous y arrivez, vous constatez que ces quartiers sont bâtis sur le flanc des montagnes, en tout cas c'est la montagne qui est là. Et la raison souvent avancée par ce ministère dont vous avez fait allusion à l'époque, c'est que c'était une zone qui n'était pas occupable. Mais dès lors qu'elle est occupée par les populations, il faut un vrai plan. Apparemment, ça ne dit rien, c'est des images que nous voyons. Mais je vous assure, lorsqu'il pleut, l'État n'a pas le courage d'annoncer une catastrophe. C'est des catastrophes qu'ils vivent là-bas. Vous n'avez pas seulement ce quartier, vous avez surtout le quartier Chimapel vers Gaston-Lenda. Il y a des immeubles engloutis. Un Congolais investi, mais le sable englouti. Vous voyez le même sable qui aujourd'hui envahit le pont du Mikalo. Ça m'étonne qu'une mairie ne réfléchisse pas. Sinon que chaque fois qu'il y a pluie, on envoie un chargeur enlever du sable. Non. Il y a un vrai problème. Vous avez ces quartiers qui sont mélangés par cette grande montagne, mais l'État est incapable, la mairie de Brazzaville est incapable de réfléchir sur le comment faire. Or, géographiquement, il est démontré qu'une montagne sablonneuse se déplace petit à petit. Raison pour laquelle, quand vous allez vous sillonner ces rues, vous avez des rues tunnels. Donc, les parcelles sont plus bas que les rues. Donc, vous allez niveler les parcelles, nous allons tasser ces sables sur des rues. Alors, dans 10 ans, en fait, nous aurons des quartiers qui vont ressembler vraiment, je ne sais pas comment dire. Alors, le vrai problème aujourd'hui, c'est que le maire de la ville doit comprendre qu'il faut un plan de construction de la périphérie de Brazzaville. Merci bien. Cependant, la mairie nous a prouvé juste dans les débaptisations des rues. Voyez-vous. Et lorsqu'on essaie de voir le budget de ces municipalisations, on se dit qu'est-ce qui a été fait. Alors que ceux que vous voyez, ce sont des mandants. C'est cet espoir des députés, ce sont des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Nous allons vous parler, c'est vrai. On va certainement froisser certains intellectuellement. Il y a certains qui ont du mal à nous suivre, mais c'est la réalité. Donc, il faut vraiment booster les choses là-dessus, donner une bonne image à la vie de Merci bien, Romy Kokilas. Alors, pour aller au concret, que faut-il faire? Quelle est la suggestion que vous pouvez faire? Vous êtes journaliste, vous êtes à la voix des sans-voix, c'est l'occasion ou jamais de faire des suggestions au pouvoir public pour pallier ce genre de situation. Ça doit compter. Moi, je crois quand on connaît déjà le problème, on en a un début de solution. Apparemment, ils ne connaissent pas. Ben, apparemment, on a surtout un très gros budget. L'an dernier déjà, la mairie et les grands travaux avaient 30 milliards pour gérer rien que la ville de Brazzaville. 30 milliards de francs CFA, c'est pas rien quand on sait faire. Et on a vu parallèlement dans un rapport qu'il y a eu 108 travaux non exécutés. Mais c'est de mettre des hommes qu'il faut aux places qu'il faut pour élaborer des stratégies que d'autres hommes intelligents ont élaborées pour nous, pour que nous soyons dans des conditions viables. Je pense, le copier-coller, pourquoi nous ne le faisons que sur les négatifs, alors qu'on peut aussi le faire sur les choses qui marchent. Il suffit de regarder à côté, dans certains pays, les maires francophones se retrouvent à tour de rôle dans les villes francophones et voient comment les municipalisations ou les aménagements sont faits les uns chez les autres. Pourquoi ne pas tout simplement prendre des modèles ici pour les mettre là-bas? Je vois le cas de Ouagadougou qui a été municipalisé de façon tellement accélérée mais tellement bien fait que c'était une série de villages de la ville de Ouagadougou. Ils n'en vivent plus grand-chose aux pays les plus structurés. Donc il suffit qu'on le veuille, qu'on y mette un peu de volonté pour que tout le monde ait son compte. On se développera ensemble, jamais un à un. Merci bien. Et Chrysostome? Je veux juste rapidement, oui. Ce qu'a dit Sadio. Moi, je crois que si les autorités municipales peuvent avoir de la volonté politique, les choses iront bien. Parce qu'ils ont suffisamment d'argent. Ils ont suffisamment d'argent pour assainir l'environnement. On rappelle que le Congo a un budget de plus de 4 000 milliards. Donc, c'est colossal. Oui, Alphonse Dogo.
Je pense qu'il faut d'abord faire le distinguo entre ce qui devrait revenir à la mairie dans le cadre de l'aménagement et surtout le ministère des grands travaux et de l'aménagement du territoire. Là, sur ce point, je pense que l'essentiel du travail devrait revenir au ministère des grands travaux pour que la solution exige beaucoup de moyens, beaucoup de mobilisation financière, qu'il faille que l'État puisse mettre en place une politique sociale. Et là, j'interpelle Élie qui a reçu monsieur le conseiller du chef de l'État en matière en matière sociale. C'est là où nous voudrions aussi voir le rôle que joue monsieur le professeur Mela pour essayer de sensibiliser le chef de l'État. Mais au-delà de tout cela, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les entreprises à qui on confie certains grands travaux de la République, c'est quasiment les mêmes. Moi, je n'ai rien contre la société SGC, mais force est de constater que à peine aménage-t-elle une route que 2 mois, 3 mois après, cette route se détériore et je me pose la question, où sont passés les grands ingénieurs qui devraient venir voir la qualité de l'ouvrage? Je me pose des questions, pourquoi toujours la même société alors qu'on est quand même dans on pouvait élargir, n'est-ce pas, pourquoi pas les appels d'offres pour que, évidemment, des offres moins disantes reviennent à proposer quelque chose de mieux. Et je sais que si il faut qu'on parle en matière d'aménagement, ce n'est pas pour faire mal à Yéli, que les Chinois, à mon avis, sont les meilleurs. Alors laissons cette histoire toujours de traiter avec des entreprises françaises parce qu'on veut leur faire plaisir. Les Chinois sont les meilleurs. Sont les meilleurs. Je sors de la Chine. J'ai vu la qualité des ouvrages et alors, même en France, il n'y a pas de tels ouvrages. Merci bien, Alphonse Ndongo. Ok. Élie Smith. Voilà, d'après la préoccupation de l'un des téléspectateurs, en l'occurrence monsieur Nkosa Mexan, qui souhaite que vous puissiez recevoir un jour le ministre Jean-Jacques Bouya, soit le maire de la ville, sur ce genre de questions. Oui, on va recevoir le maire de la ville, mais je veux dire à la décharge du maire de la ville, parce qu'on l'accuse un peu de tous les péchés d'Israël. Je veux pas... le maire de la ville, vous savez qu'à un certain hauteur de budget, lui ne peut plus contrôler. C'est les grands travaux. Donc je ne voudrais pas que chaque fois, bon, il devient la tête turque, que tout le monde marche dessus pour dire n'importe quoi. Et autre chose, il y a quand même les maires de chaque arrondissement. Je n'ai pas encore vérifié les informations, mais j'aurais appris que le maire central, Hugues Molondele, a donné de l'argent à chaque maire. J'aurais appris, c'est au conditionnel. Mais j'aurais aussi appris encore au conditionnel que ces maires-là, ils ont pris cet argent-là pour assainir, par exemple, le petit assainissement des carnivaux et tout. Ils sont tous partis avec en France. Donc on ne peut pas toujours croire que c'est Hugues Molondele qui ne fait rien. C'est sûr, il a aussi sa part de responsabilité, mais je pense que comme c'est les grands travaux, c'est les grands travaux qu'on doit incriminer. Parce que pourquoi se fait-il que les travaux qu'on fait par SGEC, j'ai vu, ils avaient conçu un mur à l'aéroport et ça va même encore retomber. Le mur qu'ils ont fait, qui était comme un jour quand il y avait la pluie, ils ont fait cette route de la Tchémé. Ils le font chaque 6 mois, chaque 3 mois, il vient le faire et ça se garde. Donc, il faut aussi avoir un service de contre-expertise. Donc, il faudrait que, par exemple, les grands travaux cherchent à avoir une société indépendante qui vienne vérifier la qualité des travaux que ces SGEC, Socofran le font. Bon, monsieur Alphonse Ndongo, il est sinophile, il vient de la Chine. Même les Chinois, on a vu donc il fait des choses ici qui n'ont pas bien marché. Il y a des routes que les Chinois aussi ont construites qui n'est pas excellent. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas les sociétés. Et vous proposez quoi? Non, je propose qu'il faut une organisation, un organisme indépendant de contre-expertise. Donc, ça veut dire quand on construit une route, que ce soit vraiment indépendant, que ce ne soit pas un organisme attaché aux grands travaux ou à n'importe quel ministère, ça doit être entre guillemets indépendant parce que quand ils font un travail... Pas un organisme apparenté. Voilà, pas un organisme apparenté. Merci bien, Élie Smith. Alors, Gilles Ndongo, rapidement, on est une minute. Rapidement, pour dire à M. Élie Smith qu'au Congo, nous avons toutes les institutions de contrôle. Par exemple, la Commission nationale de lutte contre la corruption et de lutte contre la fraude, dans un rapport 2011, si vous le lisez, il décrit tout ce que vous dites. Le problème, c'est qu'il y a l'impunité au pays. Il y a l'impunité au pays, donc du coup, les gens qui obtiennent des marchés, ils sont rassurés que même s'ils ne mènent pas ces marchés selon les normes, ils ne seront pas inquiétés. Autre chose, vous parlez des maires d'arrondissement qui ont reçu de l'argent. Je dis la responsabilité, c'est du maire central, c'est lui qui est élu.
C'est lui qui est élu, ce ne sont pas les maires délégués. C'est à lui de prendre toutes ses responsabilités. Et moi, je me pose la question de savoir quel est son programme. Pendant 10 ans, nous avons des problèmes de transport, nous ne revenons plus là-dessus. Il n'y a aucune priorité qui est faite. Sinon qu'à la morgue municipale, où on nous a doté de près de 20 corbillards. 17 corbillards. Ça veut dire que la mairie, la priorité de la mairie de Brazzaville, ce n'est pas l'économie de la mort, ce n'est pas d'apporter des problèmes concrets immédiats aux vivants, aux préoccupations des Congolais. Tenez, monsieur Obardi, de Massengo au centre-ville, ça fait à peine 17 km. Mais des gens parcourent ces kilomètres à peine de fois 1 heure, 2 heures du temps. Est-ce normal? Donc je pense que la responsabilité, c'est au maire central. Ne jetons pas la nature au maire délégué et ne sont que délégués. C'est à lui qui va répondre devant les populations brazzavillaises. Voilà, merci. À bon entendeur, salut. Voilà, Michel Djotodia n'est plus le président de la transition République centrafricaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale réunis à Djamena, au Tchad, ont pris l'acte de démission du président de la transition en RCA, et nous allons vous proposer les images de nos confrères de France 24. Le président Djotodia et son premier ministre viennent de démissionner. De nombreux habitants laissent éclater leur joie. La démission de Djotodia nous réjouit. Djotodia nous a amené la terreur. Et le pays est vraiment au bout de souffle. La paix va revenir en RCA. Il n'y aura plus de guerre entre les chrétiens et les musulmans. Parce que le monsieur Anki qui est venu nous diviser est parti. Un optimisme que tous ne partagent pas dans la capitale centrafricaine. Car l'annonce de la démission de Djotodia fait craindre de nouvelles violences entre les ex-rebelles de la Séléka et les milices chrétiennes. À Bangui, des tirs ont retenti dans l'après-midi. Les soldats français de l'opération Sangaris sont en état d'alerte maximale. Des chars ont pris position autour du palais présidentiel et dans la ville. Objectif, protéger les sites sensibles et contenir la tension. C'est dans ce contexte que la transition s'organise. Pour l'heure, le président du Conseil national de transition assure l'intérim. D'ici 15 jours, les membres du CNT devront désigner un nouveau dirigeant de transition. Dans le contexte actuel, il faudrait que d'abord ce soit un candidat qui puisse faire l'unanimité, et au niveau des ex-Séléka, au niveau des forces armées centrafricaines et au niveau des anti-Baraka. Les candidatures ne sont pas encore ouvertes, mais nous avons identifié au moins 6 compatriotes qui ont l'intention de déposer leur candidature. Une fois nommé, le président de transition exercera ses fonctions jusqu'aux élections générales. La date n'est pas encore fixée, mais la France souhaite qu'elle se tienne avant la fin de l'année. Par ailleurs, le pont de Pécaneuf est le principal axe de ravitaillement de Bangui. Et désormais, un point de confrontation majeur entre forces de la Séléka et milices anti-Balaka. Depuis la démission de leur président, ces combattants n'ont plus de chef, mais tiennent toujours tête à leurs ennemis. Depuis 3 jours, on s'observe. Nous, quand ils ne tirent pas sur nous, on ne devait pas réagir. Mais comme ils ont décidé d'ouvrir le feu sur nous, on a riposté. De l'autre côté du pont, les combattants anti-Balaka. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va bien. Ça va. Pour le moment, les deux groupes s'observent. Mais ces roquettes bricolées restent prêtes à servir. Moins de 200 mètres séparent les combattants. Le caporal-chef Rombo commande la petite troupe. Non, on n'a pas attaqué. Il n'y a même pas de coup de tir ici. C'est eux-mêmes qui ont tiré sur nous. Il faut que les mercenaires partent. Nous, tout de suite, décaler les gens là, nous, on va aller prendre Pécaneuf, puis c'est fini, on travaille avec l'armée française. Travailler avec l'armée française, un projet des deux camps, mais pour l'instant, pas très réaliste. Faire en sorte que tout le monde se tienne à carreau, étant donné que maintenant ils n'ont plus de gouvernement, qu'ils ont fait le plus gros pas vers la paix. Il faudrait m'ouvrir la barrière, je vais traverser. Moi j'y vais avec 2 véhicules, je vais leur expliquer que ce soir je suis là et que si ça tire, je riposte. Les Séléka sont prévenus, quiconque utilisera ces armes essuiera les tirs des Français. Et pour les anti-Balaka, même message. Il doit passer par là. Mais il fallait leur dire, il ne faut pas qu'ils tirent sur nous. Tel que hier la nuit.
Hein, ils savent que le tarif sera le même pour tout le monde. Celui qui agresse sera éliminé. D'accord? Ok. Ce qui se passe autour de ce pont est à l'image de la crise qui déchire aujourd'hui la Centrafrique. D'un côté, ces milices anti-Balaka, de l'autre, les forces de la Séléka, et au centre, la force internationale qui essaye d'éviter un bain de sang. Sécuritaire centrafricaine, Michel Djotodia va-t-il voir son statut de président remis en question? Au micro de nos envoyés spéciaux à Bangui, le porte-parole de la présidence a démenti tout départ de Michel Djotodia. La question de la démission n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce ne sont que des supputations. Il n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Le chef de l'État finira la transition avec l'ensemble des forces vives de la nation. Certains lui reprochent la paralysie du pouvoir à Bangui et l'incapacité à rétablir l'ordre dans le pays. Interrogé sur un éventuel départ du chef de l'État, Laurent Fabius se défend de toute ingérence dans la politique centrafricaine. Il y a des décisions à prendre, mais la France sera observateur, simplement observateur, et ce n'est pas du tout à nous à dicter les décisions. Les Africains vont prendre leurs décisions, mais par rapport notamment à la question de la transition politique, au fait que l'État est paralysé, il y a certainement des décisions à prendre. Au menu également de ce sommet, le renforcement rapide de la MISCA, la force africaine en Centrafrique, réclamée par la France. Kigali a annoncé l'envoi dans les prochains jours de 800 soldats rwandais. Mardi, Catherine Ashton a proposé l'envoi rapide d'un contingent de l'Union européenne. 700 a mis l'homme pour soulager les 1600 membres de l'opération Sangaris. Une proposition qui devra d'abord obtenir l'adhésion des 28 membres de l'Union européenne. Missionnaire, donc a priori, il n'est pas autorisé à mener des activités politiques, encore moins militaires, sur le territoire béninois. Donc il est demandé donc d'observer la plus grande retenue par rapport à la situation dans son pays d'origine, et donc le Bénin ne devra pas servir de base arrière pour organiser de nouvelles activités politiques ou encore moins militaires. Voilà, Michel Djotodia a démissionné. Les présidents de la CAC ont pris acte de sa démission et de celle de son Premier ministre. Alors, quel est le regard du journaliste que vous êtes par rapport à cette situation, la démission de Michel Djotodia? Elie Smith. Oui, bon, c'est tout à fait ce qu'on attendait. Djotodia, et puis il faut rappeler aussi son Premier ministre Nicolas Changaï, parce que pendant les 10 mois, ils ont été incapables de stabiliser le pays. Et d'abord, entre eux deux, il y avait déjà une concurrence qui est légitime ou quoi. Mais avant de dire, comme on a dit, que les chefs d'État de la CEAC ont pris acte, il faut aussi savoir que ces mêmes chefs d'État ont aussi manifesté leur incompétence, leur incapacité à prévenir les conflits. Parce qu'on avait vu tout ça, que la fin, tout cela va arriver. Donc il a fallu que les gens meurent pour que maintenant on fasse un certain cinéma avec tout ce que Idriss Déby fait. Mais je pense aussi l'un des erreurs que la CEAC est en train de faire, c'est de mettre comme faire inviter des pays comme le Tchad et le Rwanda. Parce qu'un pays comme le Tchad, qui est accusé d'être pompier pyromane, et il y a aussi une autre erreur qu'ils sont en train de faire, pareil qu'on va les retirer de Bangui pour les mettre au nord de la République centrafricaine. Ça veut dire que la République centrafricaine ne serait jamais stable. Donc il faudra qu'on ait les militaires ou les groupes de pays qui sont vraiment neutres. Deuxièmement, j'aurais appris dans votre reportage qu'il y a le Rwanda qui va envoyer 800 hommes. Les 800 hommes rwandais qui vont arriver, tout en sachant que la RCA est proche de la République démocratique du Congo. Est-ce que, vu un peu l'idée expansionniste et dominatrice du Rwanda, est-ce que le Rwanda, étant basé en République centrafricaine, ne va pas aussi essayer de chercher à déstabiliser la République démocratique du Congo? Parce que la différence entre l'armée rwandaise et l'armée d'autres pays africains, Cameroun, République du Congo, République démocratique du Congo, est que c'est une armée disciplinée, et quand ils viennent, ils ne viennent pas là seulement pour le maintien de la paix, ils ont d'autres visées. Peut-être ça serait aussi de déstabiliser plus la République démocratique du Congo qui a envoyé les troupes là-bas. Donc moi je pense que c'est une bonne chose qu'ils sont partis, mais le plus dur reste maintenant pour chercher qui va assumer les 2 postes vacants, parce que beaucoup des candidats ne voudront pas, parce que beaucoup d'entre eux veulent aussi être candidats aux élections présidentielles dans un an qui va arriver. Elie Smith, la démission de Michel Djotodia est-elle forcée ou bien c'est un acte patriotique?
Donc ce n'est pas patriotique, c'est forcé, c'est son mentor Idriss Déby qui a demandé qu'il parte. Parce que Idriss Déby, on ne peut pas refuser, personne ne peut pas mettre au contraire ça, c'est eux qui ont financé leur Séléka. C'est eux qui ont donné les moyens à la Séléka de faire ce qu'ils ont fait. Mais ils ont déjà fait ça avec, d'abord, avant, avec M. Bozizé, jusqu'au jour où M. Bozizé a décidé de devenir nationaliste, donc ils ont décidé de changer. Je pense que c'était une pression de la part d'Idriss Déby qui a vu que le poulain qu'il était en train de soutenir, où il a fabriqué, est devenu un monstre qu'il ne peut plus contrôler. Merci bien, Elismif. Alors, Gilles Ondongo, votre avis? La République du Tchad a toujours été au cœur des problèmes, du problème et de la solution en République centrafricaine. Voici plus d'une décennie. On se souviendra de l'arrivée au pouvoir du président François Bozizé, qui a été financé par le Tchad. Et lorsque je regarde la démission forcée du président Jotodia, peut-être que c'est passé inaperçu lorsque les ressortissants du Tchad commençaient à être traumatisés à Bangui. Le président Idriss Déby Itno a dit une phrase, je cite, que je ne laisserai pas impunis les exactions faites sur mes compatriotes. Donc cette phrase dit tout. Et je ne suis pas étonné que le président Jotodia soit démis de ses fonctions parce qu'il n'a pas respecté la feuille de route qui lui a été donnée par son mentor, en l'occurrence le président Idriss Déby Itno. Je pense également que l'implication des États de l'Afrique centrale, elle est bonne, mais j'ai l'impression que les chefs d'État africains jouent à l'hypocrisie, notamment de la CEAC. Parce qu'on se souviendra des relations privilégiées entre le président François Bozizé et le chef d'État Condé Sassou Nguesso. Et quelques instants après, on a vu le rapprochement entre le Michel Djotodia et le chef d'État congolais, qui, en passant, est médiateur de cette même crise. On a envoyé d'ailleurs un haut représentant spécial à Bangui, en l'occurrence le général Léonard Essongo, pour jouer les médiateurs. Deuxièmement, je constate également que face à cette situation au niveau de la RCA, les chefs d'État africains, on ne cherche pas à connaître quelles sont les causes de ces problèmes. Parce que c'est bien de venir apporter des solutions, mais quelles sont les causes? Le président François Bozizé, pendant plus d'une décennie, n'a pas construit l'État centrafricain. L'économie exsangue, la malgouvernance, et le président François Bozizé se permettait même à vendre même du diamant avec certains hommes d'affaires qataris. Tout le monde le sait. Donc on ne peut pas gérer un État sur la base des injustices sociales, sur une canisation de la gestion du pays. Merci. Donc, voilà. On voulait ajouter quelque chose? Non, pour l'instant, je pense Merci bien, Gilles Ondongo. Merci surtout pour cette analyse. Alors, Chrysostome, votre avis par rapport à cette décision, la démission de Michel Djotodia, était-elle prévisible? Oui, pour moi je dirais que cette démission était prévisible parce que l'administration Djotodia s'est brillée par le manque de performance. Cette administration qui s'est brillée par le manque de performance a fait de telle sorte que la feuille de route tracée par ceux qui ont aidé Djotodia d'être président de la République a pensé qu'il faut le retirer de là pour permettre à une autre administration dont je pense sera aussi incapable parce que la République centrafricaine a des problèmes qui remontent de très loin, de très loin. Il faille que les gens s'asseyent, les identifient et confient la direction du pays à des hommes capables qui vont produire des performances efficaces pour le développement du pays. J'espère que quand je parle de performances, mon ami Ndongo se sentirait à l'aise. Parce que dans les performances, il y a l'économie, il y a les finances, il y a le développement. Lui qui est dans un organe qui traite ces questions-là pourrait en dire mieux. Mais je me dis que ça, c'est un problème grave et sérieux si la République centrafricaine n'identifie pas ça et confie la gestion à des hommes capables d'identifier les mêmes problèmes et les résoudre. Merci bien, Chrysostome. Alors, Alphonse Ndongo, démission de Djotodia, une solution salutaire pour la RCA?
Comment je peux dire que ce n'est pas une solution salutaire? Pourquoi? D'abord, vous allez constater que Jotodia n'a pas démissionné de son propre chef. Tout est parti d'ailleurs, il faut le dire, on voit le Tchad, parce que c'est au Tchad que la France a confié maintenant le rôle de capitaine de la sous-région. Hollande, lorsqu'il était de passage à Bangui, a clairement dit que Jotodia n'était pas à la hauteur, parce qu'on ne pouvait pas admettre qu'autant de crimes se fassent sous le règne de quelqu'un qui n'arrive pas à aseptiser Bangui, qui n'arrive pas à contrôler ses troupes. Et donc tout est déjà parti de là, et je crois que la consigne a été donnée. On a vu la tournée diplomatique de Yves Le Drian, qui enfin quand même est venu à Brazzaville, contrairement à la fois dernière où on avait envoyé un commis d'État du ministère de la Défense pour rencontrer le président Sassou. Le Drian est venu, et je pense que tout se préparait déjà pour dire clairement à Déby, c'est toi qui es le gendarme de la sous-région, tu dois jouer ton rôle, convoque une session extraordinaire de la communauté économique de l'Afrique centrale. Et donc je pense que sur ce point, c'est forcé de constater que le Tchad a pris une avance sur le dossier centrafricain par rapport, par exemple, à d'autres États comme le Gabon et le Congo-Brazzaville, qui ont des grandes implications dans la gestion de la crise centrafricaine. Et là, je me pose la question de savoir, puisque nous voyons Jotodia partir, tout le monde applaudit, mais de quoi sera fait demain? Parce que le problème de la République centrafricaine n'est ni Jotodia, ni Bozigé, ni tous ces gens qu'on a cités. Et le problème est celui de la malgouvernance politique. Et tant qu'on n'aura pas jeté les bases d'une véritable réconciliation nationale pour essayer de passer au peigne fin tout ce qui mine la justice centrafricaine, le landonneau politique centrafricain depuis Barthélemy Boganda, je vous le jure que même si on trouve le plus grand intellectuel ou bien l'homme le plus à même de gérer la gestion, la transition centrafricaine, nous risquons de déboucher sur les mêmes difficultés. Si on n'en trouve pas aujourd'hui, si on n'a pas sur le chemin de la transition les mêmes difficultés, mais elles risquent d'apparaître tôt ou tard, même avec le nouveau président qui pourra être élu, qui sortira des élections tout à fait bancales. Donc je pense que la crise centrafricaine est profonde. Et il ne s'agit pas de mettre un vernis pour dire Jotodia est parti. C'est vrai, c'est un monsieur qui ne méritait pas d'être là, parce qu'il n'a pas pu aseptiser, n'est-ce pas, Bangui et les environs, n'est-ce pas, de Bangui. Donc c'est un homme incompétent. Mais aujourd'hui, la question se pose dans les conditions actuelles de la République centrafricaine, qui est infestée des ministres, Djenjaouites, des gens qui sont des ex-soudanais, des gens qui viennent, même on l'a su, lorsqu'il y a eu ce coup, on sait que les armes sont venues de l'Érythrée. Comment aujourd'hui est-ce qu'on va finalement stabiliser ce pays? Moi, c'est le véritable problème. Et Déby a peut-être joué son rôle parce qu'Hollande, et c'est ça la difficulté avec les analystes politiques français, parce qu'ils ont souvent un point de vue obturé. Ils disent, bon, Jotodia n'est pas l'homme de la situation. Ils peuvent dire, c'est Dologele qui est l'homme de la situation, ou bien le monseigneur Zapalenga qui est l'homme de la situation. Mais tant qu'il n'aura pas tous les indicateurs en main pour pouvoir asseoir une véritable transition. Et asseoir une véritable transition, c'est pas seulement aujourd'hui l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi l'aspect même financier, parce que les travailleurs centrafricains, ce que je sache, sont depuis quelque temps sans salaire. Est-ce que le Congo-Brazzaville va continuer à jouer ce rôle après avoir constaté... Le président Sassou, il faut le reconnaître, a compris qu'il fallait absolument vendre affamé d'un point d'oreille. Et le président Sassou n'a pas mal fait, à mon avis, d'aider le peuple centrafricain au moins à joindre les deux bouts, parce que les trésors centrafricains sont vides. Et c'est tout à fait normal. Le Congo étant la première puissance financière aujourd'hui devant la Guinée équatoriale, pourquoi ne pas jouer ce rôle? C'est tout à fait louable, mais le problème, c'est que ça n'a servi à rien, parce que M. Jotodia est parti certainement avec une bonne partie Merci bien, Alphonse Ndongo. Le Congo est une grande puissance financière de la sous-région, mais avec ce qu'on a vu dès l'entame de cette émission, il y a un grand contraste. Merci bien, Alphonse Ndongo. Oui, à propos, je dirais que, comme les autres venaient de le dire, je dirais qu'il y a du pain sur la planche. Parce que généralement, après la fuite d'un ex-rebelle légitimé comme président, il y a toujours un désordre qui tient place. Aujourd'hui, il y aura un seul problème pour tous ces diplomaties de la sous-région qui ont voulu stabiliser ce pays. Alors moi, je pense que c'est le moment de tirer les leçons
Et je me souviens encore de M. Eli Smith sur ce plateau, qui s'acharnait pour certains contre Bojigé. Je dirais que Jotodia plutôt, oui. Et je dirais que sa prophétie s'est achevée. Alors, c'est pas en vain que nous débattons, c'est parce que on essaie de lire, on essaie de fouiller, on suit les situations. Alors, aujourd'hui, la leçon à tirer est celle-ci. Voilà des chefs d'État de la sous-région qui ont, comme Smith a l'habitude de le dire, légitimé un rebelle qui arrive tout haut. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jotodia, c'est un monsieur blanc, on oublie qu'il est arrivé par le moyen des armes. Voilà ce qu'il a laissé à ce pays. Des morts, des faits, et des morts même au niveau de l'armée française. Que faut-il faire de ce monsieur? C'est la question que je me pose. Parce que moi, s'il avait stabilisé ce pays-là, on aurait cru à ce monsieur. Nous, Congolais, nous avons déboursé de notre argent pour stabiliser ce pays. Et pour financer ce monsieur afin qu'il puisse stabiliser le pays. C'est vrai que la réconciliation s'impose. Mais aujourd'hui, quel est le sort de ce monsieur? Naturellement, quoi qu'il en sorte, parce qu'il y a eu mort d'hommes entre-temps pour l'organisation du pays. Je pense qu'il faut une réconciliation. Donc, il faut repartir dans les états-majors, essayer de voir ceux qui ont dirigé toute la tendance politique. Mais n'oublions pas qu'il y a la présence islamiste là-bas. Voulez-vous confirmer la thèse de notre téléspectateur Chaka Akoli depuis Mukondo, qui pense que la démission, le problème centrafricain, c'est une honte pour les chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale, et que parce que du fait qu'ils ont cautionné la bêtise orchestrée par Jotodia. Naturellement, j'allais dans ce sens, et cher que caution, je le dirais, nos diplomaties sont à revoir dans des États démocratiques. On ne pouvait pas légitimer une telle personne. Parce que demain, un géant peut se lever encore là-bas pour dire il suffit que je prenne le pouvoir par force et je serai soutenu. Et c'est là qui traduit les faiblesses de nos diplomaties et de nos politiques africaines. Merci bien. Je tiens à signaler que l'émission est suivie en direct à la radio tout comme à la télévision. Et nous sommes suivis de partout, de Brazzaville, de Kinkala et de Kinshasa. Nous avons reçu ici déjà près de 102 messages. Si bien qu'il nous est difficile de les lire sur le plateau. En tout cas, comprenez, nous n'avons pas assez de temps pour les lire. Merci beaucoup pour votre intérêt à cette émission en point de presse. Alors, pour terminer cette question centrafricaine, la crise centrafricaine, que reste-t-il à faire? Oui, rapidement. Oui, rapidement. En 2 secondes. Non, en 2 secondes, tout le monde a parlé. Je dis. Ça fait déjà 2 secondes. Allez-y. C'est ma première intervention par rapport au sujet de la dernière. Donc, voilà. Je vous en prie, ça. Voilà. Donc, ce que je voudrais d'abord dire, c'est la malhonnêteté de la France à utiliser les médias pour nous faire comprendre à nous, Africains, que c'est Jotodia qui a démissionné sous l'égide des pères africains. Non. Il y a d'abord que le 8 décembre, Hollande a dit Jotodia n'a rien fait, et sa célèbre phrase qui a poussé nos chefs d'État qui étaient là, qui regardaient, qui assistaient, qui faisaient des choses, mais qu'on n'a pas vu faire, et qui tout d'un coup, 1 mois et 2 jours après, appelle à cette réunion de Bangui, alors que tous connaissaient, parce que moi j'ai entendu parler de Jotodia pour la première fois, je crois que c'était vers 2006, avec son histoire de Birao, où il allait plutôt s'attaquer aux chèvres dans les villages pour se nourrir et nourrir quelques-uns de ces éléments en ses capacités militaires et militants réellement. Donc quand quelqu'un comme ça a été mis à la tête de tout un État, avec la caution et la bénédiction de tous ces gens-là, qu'aujourd'hui il s'avère un monstre, c'est tout le monde aussi qui devrait cautionner. Que reste-t-il à faire? Ce qui reste à faire. Il y a un vide juridique. Non, mais avant de dire ce qui reste à faire, c'est que le préjudice, la jurisprudence qui est née là est dangereux pour tous nos chefs d'État ici en Afrique centrale. C'est cette jurisprudence, à savoir que c'est une première que toute une région assiste un président à démissionner. Donc ça veut dire que dorénavant, quiconque ne fera pas ce qu'il y a à faire subira le même sort. C'est déjà ça qu'il faut voir. Et puis le reste, Allez-y. Oui. Donc au fil de temps, on verra avec l'évolution des choses, on verra ce qu'il y aura comme conséquence à tirer. Mais pour le moment, c'est cette jurisprudence, cette première qui est née, qui devrait servir de leçon à tous et qui devrait d'ailleurs équilibrer les choses, les rapports des chefs d'État avec leur pouvoir et à les pousser à élaborer plus de politique
de société, des politiques économiques, afin qu'ils puissent prendre en considération plus le développement de leur population, de leur pays, que la désintégration, la dégénérescence de leur pays. Merci bien. Et du regard du journaliste, quelle est la solution appropriée pour sortir ce pays, la République centrafricaine, de cette crise? Oui. Rapidement. Oui. Non, je pense que pour qu'on sorte la République centrafricaine de la situation fréquente qu'elle connaît de crise, il faut aujourd'hui que les autorités de ce pays, accompagnées justement par les autorités de la sous-région, créer les conditions d'un véritable dialogue. Il faut aussi associer les gens de Bozizé qui sont partis, parce que ce pays n'a jamais connu de vrais gouvernants politiques depuis la mort de Barthélemy Boganda, qu'il s'agisse de David Dako ou de Anne-Félix Pataché ou même de Bokassa. Il n'y a jamais eu de vrai président. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui, tout est indiqué avec ce qui se constate en République centrafricaine, pour qu'on fasse asseoir les frères centrafricains et qu'on jette les bases d'une véritable réconciliation nationale basée sur l'ouverture démocratique, sur la culture démocratique, et même alors ce qui permettra que le développement s'ensuive. S'il n'y a pas ces conditions, pour moi on est en train de faire ce qu'on appelle le vernissage. Et ce vernissage finira par se décaper tôt ou tard. Donc c'est ça, je pense que c'est la solution à la République centrafricaine. En quelques secondes. Je pense que la République centrafricaine est déjà sous tutelle. Le seul fait de reporter à Djamena les députés pour procéder à la destitution du président de Todia ou du tout. Je pense que parmi les solutions, je pense qu'aucun acteur centrafricain à l'heure actuelle n'est à même de fédérer les populations autour de son action. Et je pense que ce qui serait mieux à faire, c'est d'en appeler aux Nations Unies, de s'inspirer par exemple du cas du Kosovo, où il y avait des guerres fratricides entre les Serbes et les Bosniaques, afin de mettre ce pays sous tutelle pendant 2 ans et organiser les états généraux de la nation centrafricaine. Merci. Je tiens à signaler que actuellement, celui qui gère les affaires courantes en République centrafricaine s'appelle Alexandre Fernand Guédé. Il est le président du Conseil national de transition. Donc, il a 15 jours pour trouver de voies et moyens pour élire l'homme fort, ou sinon celui-là, pas l'homme fort, mais celui-là qui va diriger la transition jusqu'aux élections d'ici la fin de l'année. Et quant au président déchu, il se trouve présentement à Cotonou, au Bénin. C'est sa belle famille. C'est sa belle famille, sa femme est de nationalité béninoise. Voilà, donc la visiter en prison. Il a pris la route de l'exil sans pourtant se rendre à Bangui. Merci. Et le troisième et avant-dernier volet de cette émission, c'est le Sud-Soudan. Ce pays est à la croisée des chemins. Un conflit entre Salva Kiir et Riek Machar est en train de déchirer ce pays qui est le Sud-Soudan. Images et commentaires. Il annonce la reprise de Bentiu, l'une des villes stratégiques aux mains des rebelles. Le chef d'état-major général a ordonné que toutes les forces de l'armée se déplacent rapidement pour reprendre le contrôle de Bor. Non seulement pour reprendre Bor aux rebelles, mais pour aussi dégager le secteur et se rendre dans l'état du Jonglei pour stopper les rébellions. Objectif donc, reprendre la deuxième ville clé, celle de Bor, au nord de la capitale Juba. Le chef de la rébellion soudanaise reconnaît la perte de Bentiu, mais promet de poursuivre son combat contre son rival, le président Salva Kiir. Sur le front diplomatique, les négociateurs des deux camps examinent un projet de cessez-le-feu immédiat, mais ces pourparlers continuent de buter sur la libération de détenus proches de la rébellion, arrêtés au premier jour des combats. Une libération exigée par le secrétaire général des Nations Unies. Le Soudan du Sud est à la croisée des chemins. Cette crise ne peut se résoudre qu'à la table des négociations. Selon l'ONU, d'ici avril, plus d'1 million de Sud-Soudanais devraient avoir fui les violences dans leur pays. Aujourd'hui, environ 232 000 personnes ont fui leur maison et sont maintenant déplacées au Soudan du Sud depuis que la violence a éclaté le 15 décembre.
Actuellement, près de 628 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. Or, pour l'instant, 667 000 d'entre eux ont pu en bénéficier. Hissène Marnouillotte, porte-parole de la rébellion pour parler de paix avec le Sud-Soudan qui se tiennent à Addis-Abeba en Éthiopie, a déclaré ce jeudi que les forces ougandaises ont attaqué des positions rebelles. Des déclarations qui font écho aux propos le 30 décembre dernier du président ougandais Yoweri Museveni, qui invitait les pays d'Afrique orientale à battre les partisans de l'opposant sud-soudanais Riek Machar en cas de rejet du cessez-le-feu. L'armée de l'air ougandaise a initié plusieurs bombardements consécutifs les 8 et 9 janvier, sur demande du président Salva Kiir. 4 avions militaires ont frappé les domaines de Pariak, de Soudan Safari et la ville de Bor, faisant plusieurs victimes innocentes parmi les civils. De son côté, le gouvernement décrit les accusations portées par Hissène Marnouillotte comme de la propagande. Ce qui est fait par l'autre partie est une violation des règles de procédure établies avant-hier et qui précise qu'il ne doit pas y avoir de propagande hostile. Pour l'amour de la paix et pour l'intérêt de nos négociations, nous avons décidé de ne pas répondre à toutes les allégations qui ont été faites. Voilà désormais 3 semaines que des combats ont éclaté entre les forces gouvernementales du SPLA, l'armée populaire de libération du Sud-Soudan, et les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Si des pourparlers de paix ont débuté à Addis-Abeba dans le but de convenir d'un cessez-le-feu, les négociations bloquent sur la libération de détenus proches de la rébellion, accusés de complot contre l'État. Les négociations entre le gouvernement sud-soudanais et l'opposition ont débuté il y a 4 jours à Addis-Abeba en Éthiopie. Les pourparlers achoppent pour le moment sur plusieurs points de divergence.